Action européenne, introduction de Lyft au Nasdaq et taux d'intérêt. Voici les trois thèmes de ce nouveau Market Review. C'est parti. Allez, on commence ce Market Review d'avril par ces indices boursiers européens et américains d'ailleurs aussi, qui sont proches de leur plus haut de l'année. Bonjour Igor. Bonjour David. Bon, on a ce début d'année quand même qui est en fanfare sur les marchés boursiers, même si on le sait, tout s'est joué globalement en janvier, en février. Sur mars, c'était moins puissant évidemment. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit quoi? On se dit, voilà, on est au plus haut de l'année, chic, ou on se dit, on est juste revenu au même point que quasiment 6 mois en arrière, avant le décrochage? On se dit quoi? On est revenu, non, on a dépassé en fait le décrochage, même plutôt depuis le début du mois d'avril, plutôt franchement. Donc on se dit que, les marchés ont corrigé des excès, 2, que la récession n'est pas pour demain, ni après-demain, peut-être 2020, 2021, mais que ce risque-là, il a été repoussé. Donc après, les prix des actifs en Europe étaient très bas, aux États-Unis, toujours de la croissance, et puis tout ça est soutenu par des banques centrales qui ont de nouveau mis ce qu'on appelle le put, donc la protection pour les investisseurs et les actifs risqués. Vous y croyez cette histoire comme quoi les banques centrales sont à la manette, elles sont derrière, elles regardent les prix des actifs et elles ne laisseront pas, preuve en est du fait de leur revirement monétaire, elles ne laisseront pas les marchés boursiers corriger trop fort? Ce n'est pas tellement les marchés boursiers qu'elles regardent, en tout cas en Europe, peut-être un peu plus aux États-Unis, mais c'est plutôt l'économie globale. Après, elles ont de moins en moins d'armes. Plus les marchés montent, plus elles baissent les taux, plus les taux sont bas, moins marginalement il y aura d'impact. Et au final, il y aura une récession de toute façon, puisque c'est le cycle normal de l'économie. Sur les indices boursiers, là, on reste sur l'Europe, quasiment 15% de hausse depuis le début de l'année. On se dit que c'est de bon augure pour le reste de l'année boursière, parce qu'il y a des stats qui sont sortis. Alors je sais bien que les stats, c'est ce qui s'est passé, voilà, c'est le rétroviseur. Mais on a pu voir que sur le S&P 500, alors je compare encore une fois l'Europe et les États-Unis, quand le premier trimestre était au-delà de 10% de gains, le reste de l'année, on avait une performance à 2 chiffres. Ça vaut ce que ça vaut. Sauf 1987. Mon sentiment, c'est vrai mais je l'avais dit la semaine dernière, donc c'est déjà un peu dépassé, c'est que il me semble qu'en Europe, on peut aller un peu plus loin que les 10-12% qu'on avait au premier trimestre. Pourquoi? Parce que le prix des actifs est beaucoup plus bas, les actifs risqués, qu'aux États-Unis, et qu'il y a des secteurs qui sont encore moins chers en relatif par rapport aux indices européens et ou par rapport aux indices américains. Les marchés européens restent encore attractifs malgres les valorisations qui ont monté, les révisions à la baisse des profits. Je crois que le premier mouvement, il a été… Au-delà des secteurs. Nous, on est stock picker, il faut qu'on essaye justement de ne pas rentrer dans thématiques value, croissance, États-Unis, Europe. Il y a des sociétés qui ne sont pas chères, qui produisent des résultats, qui créent de la valeur. Et c'est ça qui, à mon avis, emmènera la deuxième jambe de hausse pour certains fonds et certains gérants. La première hausse, c'est clair, c'est je corrige les excès de l'année dernière, j'ai une politique monétaire qui favorise les PE très élevés et donc plutôt les valeurs de croissance. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, pour aller plus loin, c'est la discrimination, c'est le bon stock picking. Alors, c'est quoi les secteurs? Les secteurs, on les connaît en Europe qui sont complètement décharnés en termes de secteur bancaire. Secteur bancaire, dont on voit que… Mais pourquoi y aller aujourd'hui? Pourquoi on se dit on peut attendre encore 6 mois, 9 mois, un an? Parce qu'il y a une réflexion sur le taux de refinancement et les taux négatifs sur les dépôts bancaires. Ça, c'est la Banque Centrale Européenne, Donc qui a envoyé un signal en ce sens. C'est une mesure qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie, mais qui peut vraiment changer à court terme l'impression qu'on a que le secteur bancaire est forcément destructeur de valeur. Après, il y a des secteurs, on les connaît, les télécoms, la distribution, qui traversent des périodes très difficiles de restructuration. Il y aura aussi, dans des secteurs de croissance, un peu cette stratégie de winner takes all. C'est-à-dire que dans le luxe, LVMH prend à peu près toute la performance du secteur, entre guillemets. Ouais. Donc, mais c'est hyper cher, là, pour le coup, LVMH. Je ne sais plus combien c'est, sur 10 ans, 600% de, j'ai plus le chiffre en tête, de croissance du cours de l'action. On l'avait déjà peut-être exprimé. Avec des taux bas, la déformation de l'analyse du prix des actifs est totale. Donc, en fait, on ne peut plus totalement raisonner comme on raisonnait il y a 5-10 ans. Donc, il faut avoir des jugements relatifs, c'est la théorie de la relativité. Et au sein de l'échantillon luxe, peut-être que les performances d'LVMH sont en fait pas très chèrement valorisées.
parce qu'elle enchaîne depuis des années et qu'il n'y a pas à part un trimestre peut-être, de doute sur la perspective de croissance. Et à chaque fois que vous allez voir une société ou un secteur, c'est peut-être maintenant la question à se poser, est-ce que les résultats vont surprendre positivement? Et est-ce qu'en fonction du niveau de valorisation, cette bonne surprise, elle peut être achetée par les marchés? Il y a encore beaucoup de valeurs qui sont dans cette configuration. Il y a beaucoup de valeurs qui ne sont pas chères. Vous prenez l'environnement small, mid cap qui en plus a la chape de plomb de l'illiquidité. Vous prenez les grands secteurs dits value. Vous prenez les secteurs cycliques, évidemment. Quand vous voyez une fin de cycle, vous voyez une fin de cycle, beaucoup de gens n'ont pas envie d'acheter une cyclique. Bon, ça paraît assez logique. Fin de cycle sur le secteur auto, quel autre secteur? Fin de cycle général. Hein. Et le secteur auto, le secteur semi, sont des secteurs qui sont très en amont du cycle. Hein. C'est eux qui nous envoient les signaux, les premiers d'un ralentissement. Donc on est un peu à la croisée des chemins et l'ambiance, c'est comment je gère cette fin de cycle à 1, 2, 3 ans, son amplitude et est-ce que j'ai encore de la place sur la valorisation sur certains titres, certains secteurs. Avec quand même, on finit là-dessus, des à-coups. Il faut attendre des à-coups cette année qui peut être provoqués parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas clos, le Brexit, la guerre commerciale, même si on semble aller vers une fin un peu plus heureuse. Oui, ça joue beaucoup sur les flux. En fait, je crois que le Brexit, économiquement, on voit bien que ça a tendu beaucoup de décisions d'investissement, retardé, que ça a un impact négatif. Mais là, maintenant, en fait, ce qu'on attend, c'est un épilogue pour que, une fois pour toutes, les investisseurs se disent « c'est passé ». C'est raisonnablement passé et on revient pour investir en Europe. Parce que pour l'instant, on est sur 54 semaines de sortie de flux des actions européennes. C'est tout le paradoxe, le marché action européen a monté avec des volumes qui sont en baisse. Alors, les volumes, en fait, sont en baisse, mais ce qu'on veut dire, c'est que l'argent, en fait, sort d'Europe, c'est-à-dire sort des actions européennes. L'argent européen n'est plus investi en actions européennes. Il y a quand même des gens qui achètent des actions. Hein. Donc, sinon, ça ne montrait pas. Non, mais il y a toujours le même nombre de vendeurs que d'acheteurs. C'est un peu une lapalissade, mais ce qu'on sait, c'est que ça, c'est peut-être aussi la troisième jambe. C'est qu'à partir du moment où on rassure sur le Brexit, il y a un flux acheteur qui peut se démultiplier. Aujourd'hui, tout est un peu bloqué et suspendu à cette décision. Dans Market Review, ce mois-ci, on voulait aussi vous parler de cette introduction en bourse sur le marché américain. Alors Lyft, grand rival de Uber, numéro 2 sur le marché américain, totalement inconnu en France, qui a perdu 900 millions de dollars l'an dernier, mais qui a cramé quasiment plus de 5 milliards de dollars depuis les différentes levées de fonds. Ça n'a pas empêché le titre de flamber le premier jour, de redescendre après, puis après d'être un peu stable. Les comptes sont dans le rouge, mais ça ne rebute pas les investisseurs. Non, mais ça, c'est un petit peu l'histoire de toutes les valeurs Internet depuis les années 2000. Les années 2000, elles étaient vraiment dans le rouge et il n'y avait pas de modèle économique. Là, il y a un modèle économique qui commence par être dans le rouge. Mais après, on le voit bien, les grands modèles économiques finissent par engendrer de la marge. Oui, sauf que, à la différence près, c'est que là, ils ne sont pas seuls. ils ont Uber qui est 5-7 fois plus gros, qui va s'introduire aussi. Est-ce qu'il y a la place pour les deux? C'est aussi la winner question. Takes all, il n'y en a qu'un seul. Ils ont plutôt bien fait de s'introduire en bourse avant, je pense, surtout. Parce que vu la masse de souscriptions à réunir pour Uber, ça aurait peut-être asséché eux, leur opération. Donc il y a quand même des vases communicants. Hein. Les investisseurs, c'est toujours les mêmes. Donc, ce que ça nous dit, c'est que souvent les IPO très chers, très grosses, de secteurs un petit peu très à la mode, correspondent un peu à des tops de marché. Donc aux États-Unis, on peut considérer que sur la tech, sur ce secteur, on est un peu à un top. C'était un peu le cas pour l'introduction en bourse d'Alibaba, de Facebook, de Visa, qui n'est pas une valeur tech, mais enfin disons tech bancaire. Donc je comprends, c'est un succès, mais qui traduit quand même peut-être… Ouais, c'est un succès-excès. C'est-à-dire qu'on voit bien, le cours il se stabilise en dessous du prix d'introduction, beaucoup de gens sont sortis. Est-ce que c'est le chant du cygne, le début d'une correction avant l'été? C'est possible, puisque les marchés américains sont très hauts. Ouais. Avec encore une fois des déficits les premières années, l'objectif c'est qu'après ça crache, et si ça ne crache pas, on a vu ce qui s'est passé sur Twitter qui a fait uniquement un trimestre de profit, mais qui était à 20% en dessous de son cours d'introduction 6 ans après. Snap aussi, Snap qui était à 60% en dessous de son cours d'introduction. Dans la durée, ça ne marche pas à tous les coups. Non, parce que c'est un petit peu des casinos. Donc on fait un coup, il y a un engouement, et puis vous voyez, beaucoup de gens sont sortis très très vite, puisque le cours a beaucoup bougé, même la première journée de cotation. C'est pas tout à fait dans le style de l'investissement tel qu'on considère chez DMCA. Puis comme il n'y a pas beaucoup d'IPO sur les valeurs de la tech, quand il y en a une et qu'elle est grosse,
Oui, et investisseurs puis, y vont, c'est ça le aussi. marketing qui est fait autour est très bien fait à l'américaine, donc c'est difficile de ne pas y aller. Allez, dans Market Review, avant de se quitter, on voulait aussi vous parler de quoi? De cette inversion de la courbe des taux. C'est pas neuf, on en a parlé il y a 6 mois, il y a 9 mois, mais Mais là, elle s'est matérialisée. et voilà, elle va encore plus loin. On a des taux négatifs, alors qu'ils sont revenus quasiment à zéro sur les taux à 10 ans sur l'emprunt d'État allemand. Inversion de la courbe des taux réels pour le coup aux États-Unis il y a quelques jours, même si de nouveau le 10 ans américain est remonté un petit peu. Peu d'experts avaient anticipé en début d'année. On en parlait. On en parlait, mais que ça irait aussi loin en termes d'inversion de la courbe. On a un peu le sentiment d'être revenu 2 ans en arrière quand même, non? Alors, on a toujours cette question de la fin de cycle, partout dans le monde. D'abord aux États-Unis, parce que c'est l'économie dominante. Qui ralentit. Hein. Qui ralentit. Après, le premier trimestre, il faut faire attention parce qu'il est toujours très difficile d'interprétation. Ouais. Il y a toujours des événements climatiques, il y a eu le shutdown. Donc, cette question de la fin de cycle, elle va, jusqu'à ce qu'elle se produise, elle restera dans la tête des investisseurs. Puisque, on des a marchés de taux, parce que c'est pas. Les marchés de taux n'envoient pas le même signal que les marchés actions. Sur les marchés de taux, ils nous disent en gros, ça va ralentir l'économie. Hein. C'est la contradiction qu'on peut observer, c'est qu'il y a énormément de positions qui se sont mises dans la tête et dans l'esprit d'une stagnation un peu séculaire en Europe et d'une fin de cycle mondiale. Donc c'est pour ça qu'on achète des taux, hein, et puis les taux baissent. Et puis il y a une autre partie du marché qui achète des actions parce que les valorisations ont corrigé. Et c'est bien l'avantage des actions, c'est que par rapport aux taux, les actions, ça corrige. Et ça corrige plutôt violemment avec de la volatilité et ça donne des points d'entrée. Et là, on a des actifs qui présentent des rendements grâce aux dividendes et une valorisation à peu près attractive. Donc le signal que nous auront les marchés de taux, et c'est pas sûr qu'ils aient raison, c'est que le ralentissement va se poursuivre. On attend les données en dur pour voir si c'est le cas. Oui, ou après, pas. ils ont été un petit peu aidés par les décisions des banques centrales qui C'est vrai ça. arrivent peut-être pas forcément trop tard, mais qui surenchérissent sur le fait qu'il y a un ralentissement et des risques, alors qu'on a plutôt le sentiment qu'au deuxième trimestre, voire au troisième trimestre, on va rebondir et qu'on a touché le point bas. Ça signifie quand même que les banques centrales ne sont plus aussi à l'aise avec la lecture du cycle que peut-être il y a 1, 2, 3, 4 ans. Ce qui est donc un peu un échec pour elles, pour les banques centrales. En tout cas, l'échec, c'est qu'on n'a pas recréé l'inflation salariale. Et oui. Et on en a déjà parlé ici. On a créé l'inflation du prix des actifs, l'inflation financière, mais il manque la deuxième partie, l'inflation salariale, qui est le pilier de l'équilibre des sociétés. Merci Igor pour ce point de vue. Merci David. Et rendez-vous en mai pour un nouveau Market Review by DNCA.